La question de la laïcité agite régulièrement la Belgique, la France et le Québec. Alors y a-t-il un bon modèle? C'est le grand angle de ce vendredi 13 août. Porte-parole du collectif Laïcité Yallah, politologue et écrivaine, vous militez en faveur de la laïcité en combattant notamment le fondamentalisme islamiste. Bonsoir Djamila Benhabib, merci d'être avec nous depuis Montréal. Dans une récente interview à la presse belge, vous dites « Il est temps que l'omerta autour de l'islam politique soit levée en Belgique ». Où voyez-vous une omerta ? En fait, une difficulté d'en parler avec sérénité et en profondeur. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre qu'il y ait un attentat terroriste ou qu'il y ait l'émergence d'une violence pour pouvoir parler de cette question complexe. Il faut avoir en tête que l'islam politique est d'abord et avant tout une expression politique et un continuum idéologique. Et c'est là-dessus que j'aimerais discuter, j'aimerais que l'on débatte et j'appelle à une commission parlementaire belge le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès la rentrée. Selon vous, l'islamisme politique qui touche l'ensemble des pays européens mine la démocratie de l'intérieur, c'est ce que vous dites. Comment ? Absolument. En fait, il mine la démocratie de trois façons principalement. D'abord, il s'attaque à la laïcité ou à la neutralité ou à la sécularisation. En tout cas, appelez ça comme vous voulez, appelez ce concept comme vous voulez, selon évidemment les pays, selon l'histoire de chacun des pays. Il s'attaque aussi à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il s'attaque également à la liberté d'expression. Donc ce sont là trois sphères, trois fondamentaux de la démocratie. Donc je répète, la laïcité, les droits entre les femmes et les hommes, mais aussi la liberté d'expression qui sont aujourd'hui mis à rude épreuve, en fait, depuis plusieurs décennies déjà, c'est-à-dire depuis les années 89, à savoir depuis cette fatwa, d'une part contre Salman Rushdie, mais aussi pendant en fait toutes ces crises dans lesquelles on appelait au port du voile à l'école, d'abord en France et en Belgique, et par la suite un peu partout dans les démocraties européennes. Alors c'est un phénomène qui s'inscrit dans le temps. C'est pour ça qu'il faut être en mesure d'en parler. Alors justement, le Premier ministre belge Alexander De Croo déclarait il y a un mois à propos du port de signes convictionnels, c'est-à-dire les signes religieux dans la fonction publique, être intègre et impartial n'a rien à voir avec le port du voile, ajoutant « Je préfère une femme voilée qui travaille qu'une femme voilée qui reste à la maison ». Vous en pensez quoi ? Écoutez, je pense que c'est une monstrueuse erreur d'appréhender le phénomène de cette façon-là, parce que d'abord, le voile n'est pas un simple vêtement, il véhicule une conception du monde et une conception aussi des relations en société. En ce sens, il n'est pas question de le considérer comme un simple détail vestimentaire. Il porte un message, il symbolise toute une philosophie de vie, et donc il faut le prendre tel qu'il est, c'est-à-dire un projet de société en contradiction totale avec les fondamentaux de notre démocratie. Alors justement, vous vous trouvez au Canada où les accommodements raisonnables pour les demandes religieuses existent. L'accommodement raisonnable est né au Canada en 1985. À partir des années 2000, les dérogations pour motifs religieux se sont multipliées. Est-ce que ça n'est pas quand même une façon de pacifier, de garantir un certain pacifisme dans la société? Est-ce que cela fonctionne ? Non, écoutez, le mythe canadien des accommodements raisonnables est une véritable blague, parce qu'ici, nous n'avons strictement rien réglé, rien résolu vis-à-vis de la vie en société, notamment lorsqu'il est question de demandes religieuses. En tout cas, ce que cherchent à obtenir les intégristes, et les intégristes de tous bords, en fait, c'est un droit à l'intégrisme religieux, en amalgamant la liberté de religion avec l'expression de la liberté de religion. Donc, le Canada n'est certainement pas un modèle, et les accommodements raisonnables, mais qui sont en fait
que des accommodements religieux donnent des passe-droits aux intégristes. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Le gouvernement du Québec a voté, voilà 2 ans, une loi sur la laïcité de l'État qui est aujourd'hui contestée devant les tribunaux parce que nous n'arrivons même pas à défendre l'idée que donner des services, c'est-à-dire être un fonctionnaire de l'État et ne pas porter, par exemple, le voile intégral, est une absurdité. Donc, ce simple minima, nous n'arrivons pas encore à le défendre convenablement. Mais alors, vous préconisez quel modèle ? Ben écoutez, moi je préconise le modèle de l'universalité des droits. Pour moi, les droits humains sont des droits universels. Ils n'ont pas à être modulés en fonction de la culture, en fonction de la religion, en fonction de la tradition, en fonction de quelques dispositions ethniques. Pour moi, la démocratie, l'égalité, la justice font partie des fondamentaux. Que l'on habite à Kaboul, qu'on habite à Alger, à Paris ou à Montréal, eh bien on peut y aspirer parce que culturellement et rationnellement, nous sommes dotés des mêmes mécanismes, je veux dire rationnels. Il n'y a pas, autrement dit, de disposition culturelle ou religieuse chez les musulmans qui ferait en sorte qu'ils ne seraient pas aptes à la démocratie et aptes à comprendre l'égalité et aptes à vivre l'égalité et à incarner l'égalité. D'ailleurs, il y a dans les pays musulmans une très très forte aspiration à la liberté. Le modèle de laïcité qu'on peut décrire comme le modèle la laïcité à la française, vu des États-Unis, c'est un modèle qui est intolérant. Est-ce que pour vous c'est un modèle crispé ou est-ce que c'est un bon exemple ? Écoutez, le modèle de la laïcité française, je le considère comme un bon modèle. Un bon modèle, disons, ne serait-ce que théorique. Maintenant, la mise en application de ce modèle me paraît battre de l'aile depuis plusieurs années parce que l'État s'est désinvesti de plusieurs façons. Donc il y a certes une émancipation citoyenne, c'est-à-dire une émancipation laïque à assurer, mais il y a aussi une émancipation sociale, économique à appréhender. Et en réalité, ce sont ces deux émancipations-là qui peuvent construire le citoyen que l'on est, qui peuvent construire donc la société. Donc pour moi, la laïcité, le modèle donc laïque français est une boussole intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Djemila Benhabib depuis Montréal. Merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes. À bientôt.